chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. L'émission Art Racaille, nous sommes le 15 mai 2018, le fond de l'air est frais sur Paris, le ciel est tout gris. Et nous recevons ce matin que je voudrais qualifier de béni, dans ce haut lieu de l'anarchisme, nous recevons un commissaire-priseur, Christophe Lucien, un commissaire-priseur, et ainsi, quand nous aurons reçu notre marchand de couleurs, ça fera la trilogie, on pourrait dire quasiment, encore une fois, une hérésie, la Sainte Trilogie, et qui l'accompagne, Colette Audouin, la compagne du peintre Audon, Colette Audouin, la compagne du peintre Audon, qui nous a présenté, qui nous a fait rencontrer ce commissaire-priseur que vous allez entendre pour à peu près 1 heure, et croyez-moi, ça va déménager, vous allez vous en souvenir, enfin je pense, parce que nous, on a passé une soirée avec lui chez Colette, et je dois dire que quand on est sorti, on était sur les genoux. Bon, voilà, c'est donc Christophe Lucien, vous venez d'écouter Le Temps des Cerises avec le groupe mythique Noir Désir. Et on va pouvoir partir sur une chanson qui nous a recommandée, une chanson pas de Nicoletta, de Barbara, voilà, qui s'appelle Drouot. Ça tombe bien puisque c'est un commissaire-priseur qui officie à Drouot. Oui, d'abord, moi je dis bonjour à tout le monde et je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission, c'est le 01 43 71 89 40. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était là figée, superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore, déformées, les doigts nus,
comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme tous les matins dans la salle des ventes, bourdonnait une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses nous parlent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria: je prends, je rachète tout ça, ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes, le marteau retomba sur sa voix suppliante. Elle vit s'en aller parmi quelques brocantes le dernier souvenir de ses amours d'antan. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie, du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. Agarde, elle sortit de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un bijou vendu. Agarde, elle sortit de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De ses amours d'antan, rien ne lui restait plus, pas même ce souvenir à jamais disparu. Drouot, donc interprété par Barbara. Et vous êtes bien entendu, enfin on l'espère, près de votre poste ou de votre ordinateur en train d'écouter l'émission à Racaille sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, qui reçoit ce matin, on a de la chance, on a du pot, on est verni, Christophe Lucien, commissaire priseur. Tout de suite, je vais vous en dire deux mots, parce que je le connais peu, pas beaucoup plus que vous, sauf au cours de cette soirée chez Colette, une soirée de débauche infernale. On l'a rencontré et on a pu s'apercevoir que c'était un personnage vraiment très 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 intéressant, en tout cas pour nous, pour cette émission, qui se veut un petit peu, consacré, porter en tout cas un regard en marche sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique en toc, mais ça c'est pour plus tard. Parce que Christophe Lucien, si vous voulez, est quand même un peu atypique, je crois, dans cette corporation des commissaires-priseurs qui, jusqu'à ce que je le rencontre, me semblait un petit peu curieuse, enfin pas fréquentable en tout cas pour des gens comme moi. Bon, ben là j'ai fait un retour sur, vous voyez, sur marge déchirant. Et je vais commencer tout de suite d'ailleurs, malgré que je ne sois pas vraiment au top pour poser des questions à un phénomène pareil, lui demander pourquoi il a embrassé cette profession un petit peu à part, un petit peu mythique ou curieuse pour la plupart des clampins comme moi. Embrasser, c'est le terme juste, parce que c'est une histoire d'amour. C'est un peu comme la chanson qu'on vient d'entendre, Robert. C'est une des plus belles chansons d'amour qu'on ait jamais composées au XXe siècle. C'est un rêve de gosse, mon métier. C'est une chose à laquelle j'ai pensé aux alentours de l'âge de 11 ans. Enfin, d'après ce que m'en disent mes parents.
J'avais un papa, comme je te l'ai raconté lors de la soirée chez Colette, qui était un être très 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 surprenant, qui était un personnage qui nous désarçonnait beaucoup dans la famille. Mon frère, moi-même et ma maman. Quand on était en promenade dans les villages de France, quand on sillonnait les routes en voiture, mon père avait la fâcheuse tendance de pénétrer dans des propriétés privées sur lesquelles on trouvait des panneaux interdiction d'entrée. Et évidemment, à l'arrière de la voiture, mon frère et moi, on était morts de honte. On s'écrasait dans nos sièges. Ne parlons pas de ma maman qui savait pas où se mettre. Et on lui disait, mais non, papa, n'entre pas. Surtout, n'entre pas. C'est marqué, c'est interdit. Et évidemment, il n'écoutait pas. Il était très, très, très têtu. Et comme ça, on allait de ville en village chez des gens qu'on ne connaissait pas. Et je pense que le vrai déclic qui a fait que j'ai décidé de devenir commissaire-priseur, il y a d'autres raisons, mais que je t'expliquerai, c'est qu'un jour, nous étions sur des routes d'Auvergne, mais vraiment dans un coin perdu d'Auvergne, c'était du côté de Montboudy. Je ne sais pas si tu connais cet endroit, le village natal de Pompidou. Oui, Montboudy. Et donc c'était sur le chemin du retour vers la maison. Et il aperçoit au-dessus des frondaisons d'un parc la toiture d'une propriété qui avait l'air effectivement magnifique. Une grosse propriété à l'Auvergnate avec des murs très sombres. Et il dit tiens, ça me dit bien d'aller visiter cette demeure parce que la toiture est extrêmement bien dessinée. Et ça n'a pas loupé, on a pénétré avec la voiture dans la propriété, la grille étant ouverte. Il a fait crisser les pneus de la voiture sur le gravier de la propriété, il s'est garé devant le perron. Et au même moment, une bourgeoise façon Madame Pompidou, avec des grands pieds, tu sais, le genre avec tailleur Chanel, comme on aime, et vient vers la voiture, s'approche de mon père, qui baisse la vitre avec la manivelle à l'époque. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, écoutez madame, la toiture de votre château me semblait tellement belle que je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ça. Ah mais il dit, mais qu'à cela ne tienne, venez, je vais vous faire visiter. Et je pense que ça a été le déclic des choses et on a passé un moment extraordinaire. On a passé l'après-midi avec elle, on a pris le thé avec elle. C'était quelqu'un d'absolument charmant, rigolo, complètement hors du commun, qui était folle amoureuse de son parc, de ses arbres. Et voilà, on est allé de la cave au grenier. Tu vois, ça c'est une ouverture vers les choses. Et puis une autre raison capitale, c'est que mes parents avaient une maison de campagne dans un petit village qui s'appelait Samoreau, en Seine-et-Marne. Je ne sais pas si tu connais Samoreau. C'est resté un tout petit village très 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 chouette, qui n'est pas bétonné comme une bonne partie de la Seine-et-Marne aujourd'hui. Et donc au bout de la rue, on avait une toute petite maison de campagne. C'était vraiment une maison rikiki. Il devait y avoir deux chambres. J'en ai un souvenir assez lointain, hein. Il y avait un tout petit jardin avec un grand cerisier. Et mes parents meublaient la maison dans la salle provisoire que constituait un huissier de justice qui venait de temps à autre vendre encore en toge à l'époque des objets de tous ordres, mais surtout des objets qui étaient vraiment facilement cambriolables, quoi, tu vois. Et donc il vendait en toge. Il était très 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 sale, cet homme. Il sentait extrêmement mauvais. Et le public sentait très mauvais. Et gosse, si tu veux, c'est des souvenirs olfactifs aussi. Parce que je peux te dire que là, j'étais non seulement concerné par la trogne du public, la trogne de l'huissier qui vendait derrière une tribune de guingois en planche, et l'ambiance générale. C'était fabuleux de voir tous ces meubles défiler, ces meubles de guingois abîmés, couverts de toiles d'araignée, puants tout autant que le public et l'huissier de justice. Et ça m'a passionné. Ça m'a passionné, je crois que ça a vraiment renversé ma vie, quoi. J'ai orienté toutes mes études vers ce métier. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est quand même une rencontre assez peu ordinaire, on peut le dire. Oui, bah oui, moi j'ai vu aussi quand j'étais enfant, dans ma petite ville de Bobo maintenant, là, quand quelqu'un décédait, on mettait, enfin pas tout le monde évidemment, mais
quelqu'un décédait, ben, les héritiers mettaient tous les meubles, tout ça devant la maison. Et il y avait justement un espèce de commissaire-priseur, ou je sais pas quoi, qui venait là, un peu comme ceux que tu nous racontes, et il adjugeait les meubles, etc., les bibelots et tout ça, en pleine rue. Et moi, j'adorais ça aussi, parce que c'est une curiosité. Voilà. Ça n'a pas déclenché chez moi ce que ça a déclenché chez toi. Non. Non, parce que c'est quand même assez inédit de rencontrer une vocation, surtout avec des gens qui sont pas bons. Voilà. C'est un peu pervers quand même. Non, sans doute. Mais justement, comment on devient commissaire-priseur? Parce qu'il y a l'envie, et après, concrètement, quelles études on fait? Alors, c'est des études très longues, très fastidieuses. Il faut faire des études de droit et des études d'histoire de l'art. Donc voilà. Et puis ensuite passer un examen pour entrer en stage, une espèce de concours, il y a très peu d'élus, pour entrer en stage chez un commissaire-priseur. Et au terme de 2 ans, ensuite on passe ce qu'on appelle le certificat de bon accomplissement du stage, qui est un diplôme qui permet d'exercer la profession de commissaire-priseur. Et c'est une profession... avec un peu comme les médecins, avec l'ordre des médecins, tout ça, il y a quelque chose. Oui, il y a une chambre disciplinaire pour la partie judiciaire du métier, et un conseil des ventes volontaire pour la partie volontaire du métier. D'accord. Ouais. Donc on mène parallèlement deux formations de droit et de beaux-arts, voilà, ça se fait exactement. conjointement. Oui. Alors en parallèle, comme ça a été mon cas, parce que je voulais l'exercer très vite ce métier, puisque c'était une vocation. Enfin, je parle comme une dame patronesse là, mais on peut oui faire les études en parallèle comme je l'ai fait, ou bien successivement. Mais alors là, tu t'installes pas avant 35 ou 40 ans, parce que c'est extrêmement long, oui. Et toi, tu t'es installé vite? Oui, je me suis installé à 29 ans, oui. Ah ouais. D'accord. Et déjà sur Nogent? Oui, j'ai acheté l'étude de Nogent-sur-Marne. Ouais. Voilà, qui était une étude de la Compagnie de Paris, donc qui permet à la fois de vendre à Drouot et à Nogent-sur-Marne dans notre propre hôtel des ventes. Ouais, un quartier d'ailleurs que j'ai connu enfant, parce que j'habitais pas très loin. Et à côté de ta salle des ventes, il y avait un immeuble qui était un immeuble Prolo, qui ne l'est plus maintenant. C'était vraiment, j'avais un copain, c'est curieux parce que j'avais un copain dont les parents étaient chiffonniers. Oui. Et qui habitait au dernier étage de cet immeuble, qui était crasseux comme tout. Voilà, nos gens étaient assez comme ça, assez cosmopolites. Il y avait des belles maisons, puis des espèces de taudis, voilà. Ouais. C'est plus du tout le cas maintenant. Non, c'était une ville très, très, très bigarrée, extraordinairement bigarrée. On se mélangeait énormément. C'est une ville dans laquelle vivaient des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Nos gens vivaient à la fois des grands bourgeois parisiens qui avaient établi là-bas leur résidence secondaire, leur maison de campagne, des ouvriers, il y avait aussi des gens du milieu interlope, la mafia y sévissait beaucoup, il y avait énormément de prostitution. Et de gangsters à la retraite. De gangsters à la retraite, beaucoup. Enfin, à la retraite ou encore en activité. Qui tenaient des bistrots. Qui tenaient des bistrots, oui. Il y a un film extraordinaire qu'on peut voir au musée de Nogent qui s'appelle Nogent Eldorado du dimanche, qui est le premier film de Marcel Carnet, qui est un film en noir et blanc qui doit durer quelque chose comme 6 minutes, et dans lequel tu vois s'embarquer à l'embarcadère de la Bastille tous les Parisiens qui allaient s'encanailler à Nogent-sur-Marne, et c'était presque un RER pour l'époque, puisqu'il y avait un train quasiment toutes les demi-heures qui partait pour Nogent. Et là, tu vois les gens, mais en foule, grimper dans les voitures. Il y avait tellement peu de place, d'ailleurs, que les gens s'agrippaient comme en Inde, dans certains trains indiens. Ils s'agrippaient à l'extérieur du train pour ensuite se déverser sur l'embarcadère de Nogent. Et dès qu'ils se retrouvaient sur la plateforme, ils emballaient la première fille venue et ils dansaient la valse. C'était extraordinaire. C'est vraiment un petit bijou, ce film. Il faut absolument aller le voir au musée de Nogent. Je crois qu'on peut le voir aussi sur Internet, mais par extrait seulement. Ah ouais. C'est une petite merveille. Et ensuite, tu vois toute la foule se disséminer dans la ville de Nogent, aller s'encanailler, quoi, aller se répartir dans toutes les guinguettes, les cafés, les petits bals. Oui, elle descendait de la gare de Nogent
par la rue où il y a le pavillon Baltard, maintenant Oui, c'est ça. Victor Bach. Oui, c'est ça. Et ça allait sur les bords de Marne. J'ai connu ça quand j'étais enfant, parce que je suis un vieillard. Et voilà, oui, c'était assez extraordinaire. Pour les enfants, en tout cas, nous, on était, malgré qu'on fût des petits bourgeois, on adorait ça. Parce qu'il y avait aussi, moi, je me souviens, il y avait un Écossais, un grand bonhomme habillé en Écossais. Tous les dimanches, il allait vers les bords de Marne, tous les samedis et tous les dimanches. Il y avait aussi des Africains très élégants, avec des costumes vraiment très élégants, qui allaient danser chez Max. C'est tout à fait ça. À côté de chez Gégène. Oui, Voilà. parfaitement. Ouais. Mais justement, Christophe, pourquoi acheter la salle des fêtes, la salle des ventes de La salle des fêtes, c'est aussi ça, ouais, Piquet-Cou. C'est aussi une salle des fêtes parce qu'on s'y amuse beaucoup. Ouais. Mais Ouais. pourquoi En tout cas, Nogent moi, je m'y amuse beaucoup et je pense que nos clients, le public qui vient à Nogent, c'est un public qui est aussi très hors du commun. C'est un public qui sait vivre, quoi. On s'amuse beaucoup dans notre salle des ventes. Oui, ça m'étonne. Alors, pourquoi avoir choisi Nogent? Ouais. Parce que c'est le 21e arrondissement de Paris. Piquet-Cou, c'est pour ça. Ah oui. Je suis amoureux fou de Paris et pour moi, Nogent, c'est l'extension avant Neuilly-sur-Seine de Paris. Hein. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est Neuilly. C'est pas du tout le cas, c'est vraiment Nogent. Bien que Nogent ait subi pas mal la pioche des démolisseurs, c'est quand même un bout de Paris, quoi. Ouais. Et puis il y a quand même des beaux restes dans les maisons bourgeoises, etc. Il y a des choses extraordinaires, en moderne style, en toutes les comment dirais-je, les déclinaisons de l'architecture d'entre les deux. Hier, au bout d'avant, on dit 19e siècle. Oui. C'est quand il y a encore des choses. Là, Oui, c'est pas populaire. Mais non, l'habitat populaire à Nogent en a beaucoup disparu. Bien, et bien écoutez, on va passer donc on va faire une petite pause musicale et après on rentrera dans le vif du sujet, si on peut dire ça comme ça. C'est un petit peu fané mon expression, mais pour parler de la vie quotidienne d'un commissaire-priseur, de ses, comment dirais-je, de ce qu'il a vendu de magnifique ou de moins magnifique, ses coups de cœur et ses coups de gueule, voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, vous allez le remarquer au fur et à mesure de cette émission. Approchez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Approchez, approchez. À la vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à ma vente aux enchères. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Bonne gens, approchez-le. Approchez, faites-le rond. Ça va commencer. Ouais. Bonne gens, approchez-le. Serrez-le. Ça va commencer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Premier lot, Premier lot. la grande aventure. C'est beau ça. Un coup de pied au cul. Mon père n'avait pas tort. Je vole aux étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or. Un coup de pied au cul, Parfaitement. mise à prix, Mise à prix, 5 sous. 5 sous. Alors, 5 sous de petits sous, 5 sous de pas beaucoup, 5 sous, alors non, 5 sous. 5 sous avec le 6 sous pour le monsieur. Monsieur est généreux, merci. 6 sous, alors non, 6 sous, c'est peu. Un coup de pied au cul, 7 sous la dame en bleu, une fois, 2 fois, 8 sous le soldat. Bravo, caporal, ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort, un coup de pied au cul en or. 9 sous, j'ai entendu, 9 sous pour le barbu, 10 sous pour le soldat. 1, 2, 3, vendu soldat. C'est soldat, monsieur. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les offrir comme ça, ma vente aux enchères. Chiloué, bonne jambe des dents. Approchez, serrez-le, ça va continuer. Ouais.
bonne chance procédant. Serrez la rond. Ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième lot. Un grand chagrin d'amour. C'est beau ça. C'est beau. Un grand chagrin d'amour. Un grand vrai de vrai. J'ai vendu la boutique. Et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi. Là j'ai failli crever. Tenez, vous pouvez constater, c'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice. Mise à prix. Mise à prix. 10 sous. 10 sous. 10 sous, 10 sous, c'est pas beaucoup. 10 sous, alors 10 sous. 10 sous à qui dit mieux. 11 sous, monsieur. Monsieur est amoureux, tant mieux. 11 sous, alors 11 sous, c'est court. Un beau chagrin d'amour, c'est comme du velours. Une fois, 2 fois, 13 sous, monsieur l'abbé. Voyons, monsieur l'abbé. Un beau chagrin d'amour, monsieur l'abbé. Sourd qui a levé la main, le monsieur dans le coin. Vous avez dit combien? Putain. 15 sous, madame en noir. 15 sous, madame en noir. 20 sous pour le vieillard. 1, 2, 3, vendu vieillard. Moi qui ai des souvenirs à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez obtenir comme ça ma vente aux enchères. Ouais, si vous bonne gens approchez là. Approchez serrez-la. Ça va continuer. Ouais. Bonne gens approchez là. Serrez le rang, alors. Ça va continuer, monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot. La mort du héros. Oh là là. Une superbe mort que j'avais gardée pour moi. Sans curé, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine vie. Tout debout et bien droit. Un bon coup de fusil. Bam. C'est pas beau ça, monsieur? La mort du héros. La mort du héros. Avec fusil. Avec fusil. Mise à prix. Mise à prix. Un franc. Un franc. Un franc, petit franc, un franc, c'est pas beaucoup. Un franc, alors, un franc. Un franc, la mort jolie. 2 francs, monsieur Ali. Monsieur ne perd rien, c'est bien. 2 francs, la mort jolie. Je le dis. Il y a beaucoup de fusils, je le dis. Une fois, 2 fois. Une mort comme ça, si vous ne l'achetez pas, ben, je la garderai pour moi. Une mort en pleine vie, tout debout et tout nu. Un bon coup de fusil. Bam. Salut! Ouais, c'est Pointu. Voilà, c'était Gilbert Bécaud, la vente aux enchères. Sur Radio Libertaire, je vous le rappelle, si vous vous êtes endormi sur le fauteuil à bascule, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Art Racaille, avec comme invité Christophe Lucien, commissaire-priseur, excusez du peu, et qui l'accompagne pour le soutenir, Colette Oudouin, qui nous l'a fait connaître et on ne la remerciera jamais assez. Voilà. Bon, je vais maintenant laisser le commissaire causer, parce que bon, il a plein de choses à vous dire sur sa vie de commissaire, sur ses amours, sur ses succès et ses échecs. S'il en a, je doute un peu, parce que quand même, c'est quelqu'un qui doit savoir assurer la chose. Voilà. Monsieur le commissaire-priseur, c'est à vous, tout à vous. Alors Robert, je sais pas de quoi tu veux qu'on parle, mais si tu veux qu'on parle de mes amours dans mon métier, tu sais que je suis le seul commissaire-priseur au monde, sur la planète, excuse du peu, comme tu dis facilement, à organiser des ventes qui s'appellent Paris mon amour. Des ventes dans lesquelles on ne disperse que des objets qui ont un rapport avec l'histoire de notre capitale. Et donc, on disperse à la fois des morceaux de la ville, des morceaux du mobilier urbain, des commerces, des décors des institutions, des immeubles. On y disperse aussi des objets de la bibliophilie, des manuscrits, toutes sortes de documents, des vieux papiers, de la céramique, du mobilier, des souvenirs des expositions universelles, des textiles, tout ce qui fait
le charme de notre ville, tout ce qui a constitué ce qui fait ce que nous sommes, ce qui nous a pétri, ce qui est tout notre essence de Parisiens. Et j'ai eu l'idée d'organiser ces ventes lorsque la ville de Nogent a voulu vendre aux enchères publiques l'escalier, un morceau, un tronçon de l'escalier de la Tour Eiffel qui se trouvait dans l'enceinte du pavillon Baltard et qui malheureusement, faute d'entretien, avait rouillé avec les années. Et ça faisait des années que, gros flâneur parisien, je me disais... il faudra qu'un jour, je me mette à essayer de mettre en place des ventes, ce qui sera chose difficile, de mettre en place des ventes qui ont attrait à notre ville. Et l'escalier de la Tour Eiffel, ce tronçon d'escalier, a été le détonateur. Tu sais que c'est l'escalier qu'avait emprunté Gustave Eiffel pour planter le drapeau tricolore au sommet de la tour en 1889. Puisque les ascenseurs, le jour de l'inauguration, ne fonctionnaient pas. J'ai vendu d'ailleurs, il y a 3 semaines, un plan de l'ascenseur d'origine. Et donc Gustave Eiffel a emprunté cet escalier. Donc c'est un escalier de légende. Je pense que les dames de l'époque en robe à tournure avaient une difficulté monstre à gravir cet escalier qui devenait hélicoïdal au terme de certaines plateformes, parce que c'était un escalier oblique jusqu'à la 2e plateforme, et ensuite il devenait hélicoïdal. Donc c'était vraiment très très complexe à l'époque. Et ben elles l'ont fait, et puis ça a été une grande fête ce jour-là. Et donc cet escalier, si tu veux, il est tellement symbolique que j'ai décidé de mettre ça en place. Et donc j'ai fait un appel de marchandises, et tu ne peux pas savoir le succès que ça a eu. C'est inimaginable. Qu'est-ce que c'est qu'un appel de marchandises ? Un appel de marchandises, c'est-à-dire que tu fais une pub dans un canard, quel qu'il soit, dans lequel tu dis « Je vais organiser une vente qui aura pour thème Paris ». Et c'est arrivé de tout le pays, de l'Europe entière. On a eu des objets incroyables. Il y a même un Néerlandais qui nous a confié une maquette de la Tour Eiffel qui provenait des usines de Levallois-Perret, des usines de Eiffel, qui avait fait une petite fortune. Et donc c'est une vente qui a été très emblématique parce que quasiment tous les objets étaient formidables, quoi. On a fait un record du monde avec un siège du métro qu'on a vendu 17 000 euros. 17 000 euros. Un siège en bois. Un siège en bois, tu sais, des wagons de seconde classe, des voitures Sprague-Thomson de la ligne Terminus Nord. De la ligne Nord-Sud, pas Terminus Nord, pardon. Les ferrovipates me reprendront. Et comment ? Et donc, cette banquette de métro avait fait la une de la Gazette de l'Hôtel Drouot, alors que généralement, on place en une des objets très coûteux, si tu veux. Et là, ça avait été vraiment un succès fou, quoi. Il y avait, je sais pas, 200 enchérisseurs au téléphone pour cette banquette. On n'a jamais fait un prix pareil, hein. Ça s'est jamais reproduit, mais c'est un Belge qui l'avait acheté. Et voilà. Donc tu vois, le métro, ça fait partie des emblèmes de nos ventes, parce que le métro, c'est notre histoire. Le métro parisien, c'est sans doute le métro le plus romanesque qui existe au monde. C'est le métro dans lequel on a tous des souvenirs, tous des histoires à raconter. Et tous des histoires olfactives aussi. Oui, hein. Souviens-toi de l'odeur du métro quand on était gosse. C'était cette histoire de caramel brûlé, cette odeur de caramel brûlé que provoquaient les roues du métro. Et je l'ai encore dans les narines. Ah ouais Ah bah pas moi. Ah bon? Moi je suis handicapé par rapport à tout. Oui. Non, parce que moi oui, enfin bon. J'ai aussi des problèmes olfactifs aujourd'hui liés à mon métier, mais j'ai des souvenirs olfactifs, tu vois, je les ai conservés. Oui, moi j'en ai pour si tu veux, les bords de Marne au printemps et en été. Oui. Et quand la Marne chauffe, elle a une odeur particulière. Oui. Voilà. Et cette odeur s'est imprimée dans ta mémoire. Ah oui. Pour moi, c'est ça Nogent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je le comprends parfaitement. Et donc, si tu veux, on vend des souvenirs de Paris, donc qui sont dans le registre du métro. Si tu veux, on nous confie des uniformes de la RATP, des morceaux de wagons, des portes de wagons, des poinçonneuses, des tickets, des plaques de quai, des bancs de quai, et tu ne peux pas imaginer le nombre de collectionneurs qui s'intéressent au métro, qu'on appelle, comme je te disais tout à l'heure, les ferrovipates, qui sont des gens. Ça, les ferrovipates. Et qui sont des gens très très, alors qui ont une connaissance de l'histoire du métro invraisemblable.
L'année dernière, on a organisé une vente avec la RATP. Ah ouais? Oui, avec le service de com de la RATP, on a vendu, tu sais, tous ces panneaux lumineux qui permettaient de faire son parcours. Tu appuyais sur des boutons sur un clavier. Et la RATP nous a confié 5 et ça a eu un succès monstre. La salle était archi-comble. Colette assistait évidemment comme à toutes les ventes. Ça a eu un succès monstre. Et si tu veux, ça fonctionne toujours, bien sûr, mais bien sûr, oui. Alors, la RATP en a conservé quelques-uns qui se trouvent dans quelques stations parisiennes, mais il y en a peu, puisque maintenant, avec Internet, si tu veux, le parcours, tu le fais sur ton téléphone. Donc, c'est beaucoup plus... On n'a pas besoin d'outils dans la station pour le faire. Mais tu vois, c'est des choses très, très emblématiques de nos vies. Voilà. Ouais. Et par extension, si tu veux, on vend tout ce qui peut concerner la description de l'histoire du métro. On vend des dessins d'humoristes, on vend des tableaux qui représentent des passagers dans les wagons, on vend toutes sortes de choses qui peuvent, des documents sur Fulgence Bienvenue, on vend des plans, on vend des aquarelles qui représentent l'évolution du métro, des photographies. C'est un des métros les plus photographiés de la planète. Il est très beau, notre réseau métropolitain. Il est magnifique. Surtout les entrées de métro de Guimard. De Guimard, de style nouille ou moderne, c'est ça. moderne. Oui, enfin, oui. C'est magnifique. Oui, oui. C'est magnifique. Ouais. Alors qu'ils sont maintenant classés monuments historiques. C'est pas trop tôt, parce que bon, je suppose qu'autrement, elle serait déjà... La RATP, si tu veux, à une époque de son histoire, n'a pas trop fait attention à son patrimoine et s'est engouffré dans la modernité à outrance. Et bon, il y a pas mal de garde-corps d'entrée de station qui sont tombés à cause de cela. Maintenant, bon, on y fait attention. La RATP a une politique infiniment plus patrimoniale et c'est très heureux parce que franchement, la céramique du métro, c'est un bijou. Même les encadrements publicitaires des stations sont des... J'en ai vendu dans la dernière vente, c'est un succès fou aussi. Il y a des gens qui décorent leur salle de bain avec ça, si tu veux. C'est marrant. Oui, c'est très drôle. C'est vraiment marrant. Mais voilà, voilà. Et donc, alors, on vend des choses du métro, on vend des choses qui ont rapport aussi avec l'histoire des spectacles dans Paris, toute l'histoire du théâtre, des ballets, du music-hall. J'ai toujours énormément de choses relatives au music-hall dans nos ventes, puisque le music-hall, c'est Paris. C'est d'abord Paris. Les tournées, les revues, tous les cabarets. Tout ça, c'est notre... Et des affiches de cinéma qui étaient peintes à la main avant. Bien sûr, aussi. Bien sûr. On vend des projets d'affiches, si tu veux. On vend les maquettes originales d'affiches. On vend des maquettes à la gouache de grands affichistes, si tu veux. On en a très, très régulièrement. Oui, parce qu'il y avait des ateliers aussi, j'ai appris, parce que j'ai eu un jeune copain dans les années 60 qui a travaillé dans l'atelier, c'était à Blanche, je crois, je sais pas quoi comme ça, où il peignait les affiches des cinémas. Bien sûr. Des affiches gigantesques de format exceptionnel. J'ai même vendu, si tu veux, des morceaux des affiches des grandes salles de cinéma. Tu sais que l'Hippodrome, c'était la plus grande salle de cinéma au monde. Et à la place de Clichy. Tu vois, c'était à la place de cet horrible immeuble qui fait l'entrée du cimetière Montmartre. Quand j'habitais là-bas, je passais souvent devant. Ça a été le Gaumont qui s'appelait l'Hippodrome et ensuite le Gaumont Palace. Ouais, c'est pour ça que je comprenais pas. Pourquoi ça s'appelait l'Hippodrome? Parce qu'à l'origine, il y avait un hippodrome. Et c'est pour ça que le quartier, la forme d'un hippodrome, si tu veux, a encore épousé le dessin de l'hippodrome. Alors maintenant, à la place, on a construit un immeuble immonde. Oui, voilà. Voilà, on devrait commencer à s'y habituer, peut-être aux immondices de la mairie de Paris. Ouais. Mais tu vois, donc... tu parles des maquettes d'affiches ou des affichistes qui dessinaient les affiches qu'on installait sur la salle elle-même. Tout à fait. On vend aussi le mobilier des commerces original, c'est-à-dire les toiles peintes de nos commerces, les toiles peintes des pâtissiers, des boulangers, des épiciers, des merciers, des teinturiers, des pharmaciens, des apothicaires. Il y a des céramiques extraordinaires. Ouais. Et dans chacune de nos ventes, tu trouves des plafonds de boulangerie que des gens ont conservés dans leur cave lorsqu'on les a mises par terre dans les années 60, les années les pires de l'histoire de Paris, où on a vraiment rasé des quartiers entiers. On a
on a vraiment mis un terme à toute une esthétique du commerce, de la boutique, alors qui revient un peu aujourd'hui de manière très surprenante après avoir connu une époque de commerce qui était très standardisée. Eh bien, on revoit des bistrots maintenant qui reprennent des décors anciens et des bistrotiers qui viennent acheter dans nos ventes, qui viennent acheter des siphons, qui viennent acheter des comptoirs, qui viennent des petits magnifiques petits zincs, oui, des petites chaises, des petites tables, des petits guéridons. Et qui reprennent, si tu veux, ces couleurs de la vraie vie, j'allais dire, qui recréent une âme, un décor, une ambiance. Oh ben là, moi, j'ai tombé amoureux des commissaires priseurs, ça continue. Ah non, ça fait complètement rêver, effectivement, ça ce fait vieux Paris là. Ouais. Et après, ça suppose donc qu'il y a une expertise sur tous ces objets. Il faut. Mais oui, parce que évidemment, maintenant qu'on a une expérience sur le sujet, on a une grosse on a monté une très très grosse documentation sur la question qui nous permet d'avoir des références historiques. Si tu veux, quand quelqu'un nous confie des objets, notamment relatifs au commerce, bien souvent maintenant on connaît l'auteur de la toile peinte, si tu veux, on connaît l'auteur de la céramique parce qu'on en a déjà dispersé ou que notre œil s'est habitué en feuilletant des documentations, en feuilletant des images, des photographies. Notre œil s'est habitué à la connaissance de tel ou tel faiseur, de tel ou tel fabricant. Ouais, tout ça, c'est un apprentissage sur le terrain, voilà, qui vient au fur et à mesure des objets, des trouvailles, quoi. Ouais, c'est un apprentissage permanent, Mm. c'est-à-dire on est tout le temps en formation, quoi. Ouais, bon. Ah ouais, c'est passionnant. Non, mais il va falloir l'inviter au moins 4-5 émissions, parce que là, je veux dire, ça va pas se dévier. Et donc, ça, ce sont des ventes, Paris Mon Amour, ce sont des ventes qui sont strictement à Drouot, qui ne sont pas sur nos gens. Hein, alors, celles-ci, on les organise, on pourrait très bien les organiser à nos gens parce qu'on a une place folle pour ça, si tu veux, mais comme le thème de la vente est parisien, bon, on les organise à Paris. Oui. J'ai l'idée que dans l'avenir, on va sans doute organiser un truc événementiel qui fera participer nos gens à la question. On a déjà organisé des ventes guinguettes à laquelle Colette a participé, et donc tout ça, ça fait aussi partie de l'histoire de Paris. Donc on peut très bien scinder la vente en deux, si tu veux, organiser une vente qui a un thème champêtre en partie, et puis un thème plus urbain. Voilà, on a plein d'idées sur la question, et plus on avance dans le temps dans l'organisation de ces ventes, plus, si tu veux, ça foisonne dans nos têtes, quoi. Ouais, j'imagine, quoi. Oui, bon, on s'aperçoit que ça poisonne. Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai justement, Colette m'a emmené un jeudi après-midi, parce que c'est le jeudi après-midi que les ventes ont lieu souvent sur nos gens. Elle t'a débauché? Elle m'a débauché un jeudi après-midi. Et donc j'ai pu voir qu'il y a des catalogues absolument magnifiques sur toutes ces ventes, et même les catalogues sur Paris, on en a vu justement chez Colette l'autre fois, et rien que le catalogue donne déjà envie d'aller plus loin, quoi. Ah bah c'est gentil Piquécou, c'est gentil, ouais. Bah on essaie de présenter les objets relatifs à Paris de manière appétissante, si tu veux. Comme c'est notre appétit de toute façon, il faut que le public qui a l'idée de venir puisse avoir la même sensation que nous-mêmes, surtout au moment de la découverte de l'objet. Si tu veux, moi, c'est comme un cadeau de Noël quand quelqu'un m'apporte un objet qui me transporte, quoi. Tu veux, le moindre plafond de boulangerie, ça me fait rêver. Je viens de rencontrer la maman d'un type qui a acheté récemment une boulangerie qui se trouve en face de la mairie du 18e à Jules Geoffrin. Il vient d'acheter une boulangerie qui était tenue jadis par un type qui faisait que de la boulangerie surgelée. Et donc il achète cette boulangerie pour pas très cher. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il veut changer le décor. Donc, il commence à faire travailler des ouvriers sur le placo-plate qui recouvrait tous les murs de la boulangerie. C'est tout récent, hein. Ça date du dernier trimestre, ça. Et qu'est-ce qu'il découvre derrière le placo? Toute la céramique et toute la verrerie, toutes les toiles peintes sous verre, tout le verre églomisé, tous les fixés sous verre, qui participait du décor de la boulangerie. Et c'est une boulangerie très étrangement en 2 pièces, ce qui est rarement le cas à Paris. Généralement, la boulangerie, c'est une seule et même pièce avec un laboratoire derrière qui, lui, n'était pas orné. Et donc, il a découvert tout le décor. Et alors, cette boulangerie, en ce moment, fait un triomphe dans Paris, hein, parce qu'en plus, le pain, je vous conseille d'aller dans cette boulange, c'est extraordinaire, c'est en face du métro. Et donc, ça fait un triomphe, il y a la queue dans la rue, c'est dingue.
Et il n'a pas commencé à taper dans la seconde pièce. Ah. Alors, surprise. Et ben pour lui, c'est son cadeau de Noël. Et moi, c'est mon cadeau de Noël quand on m'apporte des objets de ce type-là. Là, il y a une dame qui nous a apporté la semaine dernière une statue qui se trouvait sur le comptoir d'une modiste parisienne de la rue du Bac. Une statue en bronze qui figurait une dame élégante vêtue à la manière qui plaisait à la modiste de l'époque. C'est-à-dire c'est en tenue des années 30 et cette modiste était très 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 en cours à l'époque. Et donc elle avait fait dessiner par un sculpteur une statuette qui figurait une dame élégante vêtue chez cette dame. Tu vois, c'était comme une espèce d'emblème de sa boutique, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est une joie, quoi, quand tu reçois des objets de ce type. Bon, on va se faire une petite joie musicale pour se reposer un petit peu les esgourdes. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, quand le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de nuguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes surfont une beauté. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins qui se colportent de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramenés comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, la Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de mille lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Francis Lemarque, j'aime Paris au mois de mai. Et vous êtes toujours, on l'espère, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Un racaille, avec Christophe Lucien, un commissaire-priseur pas tout à fait ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que vous avez un peu compris le personnage. Et ben on va poursuivre avec lui jusqu'à épuisement. Des gens de radio, et puis mais vraiment c'est un trésor qu'on va essayer de cultiver pour probablement une autre ou deux autres ou trois autres émissions. Mais on a le temps, on a toute la vie devant nous, mais quand même c'est quand même important parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, plutôt un commissaire-priseur, surtout des comme lui. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire, hein, parce qu'il y en a d'autres qui doivent être un petit peu plus chiants. Probablement même, mais pas celui-là, voyez-vous. Ouais. Bon alors Christophe, une question. Comment c'est une journée de commissaire-priseur? Comment ça se passe? Ah bah écoute, moi je vais vous dire, je vais vous remercier d'avoir diffusé la chanson de Lemarque que vous venez de passer, parce que c'est un de mes hymnes dans mes journées. Si tu veux, il y a des trucs comme ça, il y a que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Il y a J'aime Paris au mois de mai. Il y a des chansons de ce type qui sont des chansons que je mets à fond dans la voiture. Tu vois ?
Et ça m'accompagne, ça rythme ma vie. Et d'autant plus que Francis Lemarque, c'est le tonton des sœurs Corbes que vous avez reçues. Et les sœurs Corbes, c'est des gens que j'admire. Tu sais, les sœurs Corbes qui écrivent à deux mains sous le nom de Claude Isner et qui sont toutes les deux bouquinistes quai de Montebello. Et ça, franchement, c'est un bonheur. Donc, une journée de commissaire-priseur, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'abord en musique. D'abord de la musique au réveil, de la musique au coucher et de la musique au quotidien dans la voiture. Et un commissaire-priseur, ça travaille en voiture. Pourquoi ? Parce que les gens nous appellent pour faire expertiser des objets à droite, à gauche. Notre vie, c'est de sillonner les routes et d'aller découvrir ce que les gens nous proposent à vendre. Parce que c'est pas seulement les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est vraiment la partie la plus infime de notre métier. Même si c'est une partie très rigolote et très homme public, le reste, c'est plutôt intime. On entre dans la vie des gens, on entre dans les intérieurs des gens et les gens nous ouvrent leur vraie intimité, leur vrai chez eux, quoi. Donc ils nous ouvrent la porte et puis là, si tu veux, c'est comme un sésame. Tu sais pas à quoi tu t'attends. Et c'est là que ça fait monter l'adrénaline, c'est là que tu as des frissons qui te parcourent parce que tu sais pas ce que tu vas découvrir et parfois tu as des surprises incroyables, quoi. Tu peux nous en citer quelques-unes ? Des anecdotes de commissaire-priseur, si tu veux, nous on a un réservoir d'anecdotes telles que je me dis le jour où je serai très âgé, quand j'y œillerai, j'épuiserai la foule, quoi. De son vivant, c'est un peu ça aussi. Des anecdotes, si tu veux, je crois qu'un des trucs les plus rigolos que j'ai vécu dans ma vie, c'est des gens qui habitaient dans le Val-de-Marne et qui avaient téléphoné à l'accueil de l'étude pour demander qu'on les débarrasse de mobilier encombrant qu'ils avaient dans leur salon. Et puis donc j'arrive devant une maison complètement lézardée. Ils me font entrer à l'intérieur de leur salon et ils me disent voilà, ça nous encombre vraiment et il faut vraiment nous débarrasser au plus vite parce qu'on n'en peut plus. Et je reconnais les meubles qu'ils me montraient parce que de fil en aiguille, si tu veux, mon amour pour Paris m'a aussi rendu amoureux de la période, une période que vous connaissez très bien sur Radio Libertaire, c'est la période du Second Empire, qui a généré la Commune, la guerre avec les Prussiens, enfin bon. Et donc c'est une période que je connais très très bien, quasiment par cœur. Et je reconnais les meubles du train impérial. C'est-à-dire les deux fauteuils, les deux trônes de l'empereur et de l'impératrice qui ornaient le wagon des aides de camp. Et qui avait été dessiné par Fourdinois, qui était un des grands faiseurs de l'époque, qui travaillait dans le Faubourg Saint-Antoine, qui était un grand ébéniste. Et je leur dis, mais c'est extraordinaire, mais comment vous êtes-vous procuré ces objets, c'est inimaginable. Ils regardaient la télévision assis sur les deux trônes, et ça les encombrait. Et ils me disent, ça vient de la famille, on ne sait pas exactement comment, mais on en a d'autres au grenier. Hein. Alors on monte au grenier. Et alors, vous imaginez que j'avais le cœur complètement palpitant. Et là, enchevêtré, les 12 chaises des aides de camp, le lit du prince impérial et la coiffeuse de l'impératrice Eugénie. J'ouvre le tiroir et je trouve la facture d'achat de la coiffeuse et de tout le reste du mobilier, des photos de la famille impériale et une ombrelle dont le pommeau était en ivoire et qui faisait très impératrice Eugénie. Il y a les mêmes à Compiègne dans les salles du Second Empire. Et la facture nous disait qu'en fait, l'aïeul avait acheté en gare de Nancy en 1874, au moment de la dispersion après nationalisation des biens de la famille impériale, c'est l'année où on a vendu les bijoux de la couronne. Eh bien, la facture d'achat du tonton, c'était le bordereau d'adjudication, ça avait été vendu par un commissaire-priseur dans la gare. Et donc ces gens-là, de fil en aiguille, dans la famille, en avaient hérité. Et donc on les a vendus aux enchères.
Et ça a été une bataille d'enchères énorme, et l'État a préempté les meubles, et ils ornent aujourd'hui le château de Pierrefonds. Si tu veux, c'est pas parmi les premiers meubles qu'a pu récupérer Pierrefonds, qui est un château qui n'a pas été très meublé, hein. Il y a très peu de meubles à Pierrefonds. Et ben, ils ornent la salle des Preuses, maintenant, qui est une très très belle salle néo-gothique dessinée par Viollet-le-Duc. Donc ils ornent la salle des Preuses. Et c'est des meubles très marrants, quoi. C'est vraiment très rigolo, quoi. Voilà, c'est des souvenirs comme ça, si tu veux, qui font palpiter ma vie, quoi. Bah, oui, J'en ai pas tous les jours. Mais... La nôtre aussi, hein. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, voilà, on va s'en remettre hein, quand même. Hein. On va repenser à la commune, à tout ça, à tout ce qu'a fait Badinguet, et ça nous fera peut-être baisser la tension. Alors, Badinguet, si tu veux, je vends beaucoup de choses relatives à lui. Je vends beaucoup de choses relatives à la commune, très souvent des manuscrits relatifs à la commune, bien sûr. Je vends à des historiens, des archivistes, des bibliothèques. Je trouve encore plein de choses, plein de documents. Sur la commune. Sur la commune. Je vends des revues de l'époque. Je vends des choses qui peuvent intéresser vos auditeurs. Ouais, oui, tout à fait. Mais plein. J'ai vendu récemment une statuette représentant Badinguet administrant un clistère à l'empereur. C'est pas beau, ça? Ah si, c'est très beau. Ah, c'est passionnant. C'est fascinant. Bien, alors vous voyez, chers camarades auditrices, auditeurs, que la vie de commissaire-priseur, c'est pas forcément une villégiature à Copacabana, hein, mais c'est du boulot. C'est du boulot parce que le jour où on a été reçu par Colette, qui voulait nous présenter ce phénomène de commissaire-priseur, eh bien, il est arrivé un peu en retard au dîner, puisqu'il bossait, justement, il était en train de rencontrer des gens qui avaient des choses à vendre, à expertiser, etc. C'est des journées, apparemment, combien d'heures par jour? En 12 heures en moyenne, 12-13 heures. Vous voyez, c'est quand même un boulot assez... Et puis c'est pas... je suppose qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de week-ends, de samedi, de dimanche. Si, quand même. Bon. Mais quand même, il faut se préserver quand même. On a une vie, hein. Ouais, alors il y a de quoi, mais c'est dense, quoi. La semaine est dense. Ouais, il y a des ventes sur Nogent, c'est quoi? C'est toutes les 2 semaines, le jeudi alors, après-midi. à Nogent, on vend le jeudi tous les 15 jours, et puis on vend aussi le week-end, les ventes de prestige, les ventes cataloguées. La prochaine est le 3 juin, et c'est une vente extraordinaire. Il y a une collection de dessins fabuleux. Des 17e, 18e, 19e, il y a des choses très très bien. Il y a un dessin de Géricault dans cette vente. Un très beau dessin de Géricault qui représente des pieds, ce qui est extrêmement rare chez Géricault, puisque Géricault, la légende raconte, tu connais la légende, hein, Colette, puisque tu as été professeur d'histoire de l'art, professeur d'art plastique, tu as fréquenté l'école des Beaux-Arts. On prétend que Géricault ne savait pas dessiner les pieds. C'est pour ça que sur le radeau de la Méduse, tout le monde est en bas. Hein. Mais donc il y a des pieds là, disons, c'est génial. Ah ouais. C'est une très très belle vente. Il y a très beau dessin de dessinateurs italiens du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle. Une très jolie vente. Et il y a beaucoup de ventes justement relatives à l'art, où c'est plus du mobilier, où ça s'équilibre. Alors oui, là, cette vente-ci, c'est une vente qui fait 440 lots, qui commence à 10h du matin et qui va terminer vers 20h. Hein. C'est une vente gigantesque. Hein. Le 3 juin, c'est vraiment une très très grosse vente. Donc il y a 200 lots qui sont vraiment des objets d'art, vraiment des œuvres d'art. Et ils sont exposés? Ils seront exposés le samedi après-midi, le vendredi après-midi précédent la vente et le samedi après-midi précédent la vente. Donc le 1er et le 2 juin. Voilà, alors retenez bien cette date si vous voulez visiter un musée gratos. Hein. Il faut en profiter. Là, vous aurez des œuvres du 19e. Le 3. Hein? Oui, parce que c'est un peu comme les galeries. Les galeries, c'est gratuit. Et personne n'ose y entrer. Oui, t'as raison, Robert. Et donc, une salle des ventes, quand on vous annonce comme ça, vous allez avoir une foultitude de dessins, etc., dont les pieds de Géricault aussi, hein, c'est quand même un scoop. Et faut en profiter, il faut y aller. Puis qui sait, peut-être que... Il y aura un coup de foudre. Voilà, et puis que vous aurez assez de thunes pour vous en payer un. Pourquoi pas? Voilà. Ouais. Et en fait, quand il y a des ventes comme ça, il y a beaucoup de ventes par téléphone maintenant. Énormément, c'est ça, oui. Énormément. Par téléphone ou par Internet, par le live, énormément. Oui. De plus en plus. Hein. Ouais. C'est ce qui me désole un petit peu, mais c'est comme ça, il faut vivre avec son temps. Ouais.
Voilà. Mais les ventes par téléphone, c'est de gens intéressés dans la région ou c'est à l'international? Ah non, c'est partout dans le monde. Hein. Oui, bah voilà, partout dans le monde. Donc ils ne peuvent pas forcément se déplacer à Nogent-sur-Marne ou à Paris. Oui. Puis le dimanche, tu sais, il y a des gens qui ont d'autres occupations. Donc voilà, quand ils ont des obligations familiales, ils préfèrent pouvoir enchérir au moment où l'objet va passer. Ils font leur petit calcul de timing et puis voilà. Ah ouais. Mais moi, quand j'étais venue avec Colette un jeudi après-midi, tu avais une connaissance assez pointue. J'ai l'impression des gens qui étaient là cet après-midi. Oui, parce que le jeudi après-midi, il y a énormément d'habitués qui viennent, aussi bien des marchands, des puces de Saint-Ouen, de Vanves. Et puis il y a beaucoup particuliers des alentours du bois de Vincennes qui viennent se meubler, donc qu'on voit fréquemment. Tu sais, il y a des gens qui ont des très grandes maisons dans le coin, donc ils viennent acheter toute la batterie de cuisine, la vaisselle, les meubles à Nogent. Oui. Vous voyez, donc les salles des ventes, c'est pas que les objets d'art prestigieux, c'est aussi la vaisselle, les meubles, et puis pas forcément des meubles napoléoniens. Hein. Bon, moi j'avais un copain de Nogent d'ailleurs, qui était d'une famille qui avait été ruinée, et il allait racheter les meubles de ses parents qui étaient vendus aux enchères pour payer les dettes. Quoi. Voilà. Oui, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Moi, j'avais assisté à une vente à Drouot avec une copine, on passe par hasard, et c'était le bureau de Jean Prouvé, qui était mis en vente. Et on est repassé, comme par hasard, le jour, nous on l'avait vu en exposition, on est repassé le jour où il était en vente, et il est parti, je crois, en 10 minutes, avec des coups de fil, il est parti aux États-Unis, je crois, pour 400 000 euros. Prouvé, c'est une star des ventes publiques. C'est quelqu'un qui suscite les passions aujourd'hui de manière absolument incroyable. Et la valeur de ses œuvres est exponentielle. C'est justifié? C'est quelqu'un de très très grand talent. Prouvé, c'était un très très grand dessinateur de mobilier. D'accord. Bien, je crois qu'hélas, on doit s'arrêter là, parce qu'on a une autre... Oui, à moins qu'il y ait d'autres anecdotes, d'autres choses croustillantes à raconter. Non, parce que Dominique, quand elle est passionnée, le temps, elle oublie. Il y a quand même un timing à respecter. Quand même. Non, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une vente le jeudi 17, mais c'est... Oui, c'est jeudi prochain. C'est ça, c'est après-demain. On perd la notion du temps dans votre studio. Donc les prochains rendez-vous... On est toujours au 19e, on est toujours... Voilà, donc jeudi 17 et dimanche 3 juin, les prochains rendez-vous à la salle des ventes de Nogent. Voilà, mais soyez rassurés, camarades auditrices, auditeurs, il reviendra. Et on n'a pas le lâcher comme ça, parce que c'est quand même une mine d'histoires, d'anecdotes, de renseignements, de passion surtout. Ici, on aime bien rencontrer les gens passionnés, et c'est pas toujours le cas, mais quand on en tient un, on le lâche plus. C'est peut-être lui qui nous lâchera. On en a connu un autre qu'on aimait bien, mais qui nous a lâchés. Bon, enfin, ça arrive aussi. Hein. C'est pas, on les retient pas prisonniers. Mais bon, voilà. En tout cas, on remercie Colette. Tout d'abord parce que c'est grâce à elle, à son entre-agent. C'est un agent efficace. À Colette, c'est un super agent de com. Ah oui, super agent de Colette. com. Ouais. Voilà. Et puis évidemment, on remercie cet invité quand même un peu ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a une espèce de culture assez fournie pour pas dire, je veux pas trop lui brosser le cuir parce que bon, quand même, c'est un commissaire-priseur, ça. Un bourgeois. Mais non, mais c'est quand même comme quoi les bourgeois, c'est pas tous des nuls. Hein. Au contraire, il y en a quelques-uns quand même qui tiennent le drapeau pour un peu les redorer, les pépères ou les mémères. Voilà. Et lui, il est quand même assez exceptionnel, de notre point de vue en tout cas. J'espère que vous partagez notre point de vue, sinon gare. Et on le remercie infiniment de son passage ici. Et on espère qu'on pourra le retrouver un de ces quatre dans ce studio. Mais avec joie, Robert Piqueco, avec joie. Ouais, merci Christophe, merci Colette aussi d'être venu partager ce moment de radio avec nous. Ouais. Notre Colette, c'est notre Colette maintenant. Je n'y suis pour rien. Oui, c'est ça, d'accord. Avec mes larmes, avec mon sang et l'encre rouge et bleue de ma mémoire. Avec des films en noir et blanc, avec des femmes en blanc et noir. Avec le grand pinceau du temps et la palette de mon désespoir. Avec la toile que me tend le grand absent des reposoirs. Je peins ma vie comme je peux,
Je peins ma vie comme elle vient. Excusez-moi un petit peu. Je peins rose pastel du sentiment, cris de couleurs lancés au vent du soir, ou gris qui quotidiennement verse des cendres sur l'histoire. Je peins ma vie comme je veux, sans m'occuper des copains. Excusez-moi, bon Dieu, je peins. Qui crie, et moi je peins ma vie. Je mets du ciel au milieu des ratures. Qui crie, et moi je peins ma vie. Polichinelle à la triste figure. Je peinturlue. La vie n'a pas eu le talent de me donner l'œil d'aigle de Renoir. Alors je vais de mon palan les chemins creux du purgatoire. Moi, tâcheron de l'air du temps, je fais des taches sur mon grand miroir. Et j'arlequine mes tourments pour les salons de l'illusoire. Je peins ma vie à petit feu, je peins ma vie tant qu'elle tient, encore un siècle ou deux. Je peins. Qui crie, et moi je peins ma vie. Au milieu des ratures. Qui crie, et moi je peins ma vie. Polichinelle à la triste figure. Je peinturlue. Je peins ma vie, je mets du ciel au milieu des ratures. Qui crie, et moi je peins ma vie. Polichinelle à la triste figure. Je peinturlue. Oui, avant c'était de la barbouille et puis c'est devenu une espèce de peinturlure et puis maintenant petit à petit ça devient peut-être de la peinture, peut-être de la mauvaise peinture mais de la peinture.